Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et cette semaine, je vous entraîne dans les coulisses des émissions de télé. Enfin, les émissions de télé vues par les séries. La saison 2 de The Morning Show, la série d'Apple TV+, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon démarre le 17 septembre. Pour en parler, j'ai invité deux fous de télé qui ont dévoré ces nouveaux épisodes, Vincent Labille et Raphaël Émile. Bonjour à tous les deux. Salut Laurence. Bonjour. En fin d'émission, l'acteur Michael Youn vous dévoilera ses deux dernières séries coup de cœur sur les plateformes. On les avait quittés en plein bouleversement alors que Alex et Bradley révélaient à l'antenne la vérité sur l'étendue des problèmes de harcèlement et agression sexuelle au sein de leur chaîne. Elles reviennent, du temps a passé, beaucoup de choses ont changé, mais pour certains, The Show Must Go On. Voilà comment démarre la saison 2 de The Morning Show. Ils ont pris des décisions sans m'en parler. Ils m'ont fait du mal. On va trouver une solution. Ne me dis pas qu'on va trouver une solution. Il y a un prix à payer pour le succès. Raphaël, Vincent, la saison 1 posait les bases de cette émission matinale américaine en plein scandale sexuel, avec à sa tête deux fortes personnalités. À quoi faut-il s'attendre dans cette saison 2 ? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à regarder la série ? Alors oui Laurence, oui clairement ça vaut le coup de continuer à regarder. Tout d'abord il faut que je vous prévienne, mieux vaut vraiment être à jour pour bien comprendre le début de la saison 2. La première, rappelez-vous, est tombée donc comme tu l'as dit en pleine onde de choc mondial MeToo. Et si depuis plusieurs de vos séries préférées ont abordé le temps d'un ou deux épisodes cette trame, ce qui changeait vraiment, à mon sens, avec The Morning Show, c'est vraiment que l'arc scénaristique principal tournait autour de faits de harcèlement sexuel dans un cadre professionnel et de leurs conséquences. En somme, c'était vraiment une série sur MeToo à l'heure de MeToo et pour moi, c'était vraiment important. Au-delà de ça, la série était vraiment de grande qualité, donc tant en matière visuelle que d'écriture. Franchement, c'est quali, il n'y avait rien à dire. Et puis bon, on va pas se mentir, c'était aussi un vrai bonheur de retrouver Jennifer Aniston dans une série. Après moi, Reese Witherspoon aussi, non ? Et Reese Witherspoon, effectivement, mais bon, voilà, Jennifer Aniston, Friends, effectivement, c'est culte, mais Reese Witherspoon, également, t'as raison. Il y avait un petit bémol, alors qui peut paraître anecdotique, mais de mon côté, c'était le prix. Il y a eu une petite polémique, pourquoi ? Parce que la saison 1 a été annoncée comme une des plus chères de l'histoire, avec 150 millions de dollars pour les 10 épisodes. À titre de comparatif, c'est plus cher que la dernière saison de Game of Thrones, et là, il n'y a même pas de dragon. Alors j'ai sorti ma calculatrice et j'ai essayé de chercher le numéro de téléphone des équipes de Cache Investigation parce que ça fait 15 millions de dollars par épisode. Alors il y a déjà 2 millions de dollars pour chacune des actrices. Là-dessus, il n'y a pas de polémique. Grand bien leur face, que les actrices soient très bien payées, c'est génial. Plus que les dragons. Plus que les dragons, on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il reste 11 millions de dollars restants par épisode et je vais pas te mentir, moi je vois pas où ils sont passés. Encore une fois, visuellement, c'est très très beau. Mais c'est quand même, pour moi, entre guillemets, une série de couloirs. C'est tourné dans un studio télé et des appartements. Donc je vois pas trop cet effet d'annonce en fait. Voilà. Raph, t'avais eu le même sentiment que Vincent ? Oui, effectivement, on peut se demander où est passé l'argent. Après, on va pas se mentir, en termes de qualité visuelle, c'est assez incroyable. Les plans de New York, dans l'appartement d'Alex Levy, dans plusieurs appartements d'ailleurs, ils sont tous assez dingues, ça donne vraiment envie d'y vivre. Dans la saison 2, il y a des plans de New York en plein Covid ou sur Times Square pendant le réveillon qui sont assez incroyables. Et puis il y a l'épisode 6 de la saison 1, je sais pas si vous vous souvenez, avec les incidents en Californie, c'était juste, visuellement c'était dingue, et l'épisode était en lui-même aussi incroyable. Après voilà, au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'argent, après tout, Apple fait ce qu'il veut avec son argent. Moi ce que j'ai retenu de la saison 1, c'est qu'au début c'était vraiment compliqué en termes d'intrigue, de drama. Les premiers épisodes, ça a mis vraiment du temps à décoller, je trouve. Et il a fallu justement cet épisode 6 pour que ça puisse vraiment monter en tension. Et là, jusqu'au bouquet final et le coup d'éclat à l'antenne d'Alex Levy, incarné par l'excellente Jennifer Aniston. Il a fallu un peu de temps, mais après, à la fin, vraiment, on était pris. Et moi, j'avais vraiment adoré la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord avec toi, Raph. C'est vrai que l'intrigue est assez dense et du coup, on est vraiment content qu'il y ait un seul épisode par semaine parce que si toute la saison était disponible d'un coup, ce serait peut-être un petit peu indigeste. Ouais. Un seul épisode par semaine, c'est le rythme que du coup la saison 2 a gardé. Donc, on va pouvoir encore une fois les distiller, les savourer. Et alors, justement, ça donne quoi cette saison 2 ? Une seule chose à dire, c'est The Show Must Go On ou plutôt The Morning Show Must Go On, vous apprécierez la vanne. Alors, on est désormais dans l'ère post-MeToo et dans la gestion personnelle et professionnelle de cette libération de la parole.
Et en fait, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh ben malheureusement, pas grand-chose. En fait, on s'aperçoit qu'en coulisses, peu de choses ont vraiment changé. En fait, c'est plutôt bien montré dans cette saison 2. Et en fait, c'est assez intéressant. C'est tristement intéressant parce qu'on voit voilà que publiquement les choses ont été faites, mais est-ce que ça change vraiment en coulisses ? Pas toujours. Maintenant, attention, à mon sens, il y a un piège dans lequel The Morning Show risque de tomber. Alors, j'essaie de vous l'expliquer. En fait, on est dans une série, donc il y a un casting. Ce casting, comme dans toute série, on doit le retrouver d'une saison à l'autre, tout du moins en partie. Mais quand en saison 1, vous traitez d'un sujet aussi gravissime de harcèlement, de violence sexuelle, quand il y a des gens qui se font virer, quand il y a des gens qui démissionnent, moi je m'interroge, c'est comment on va les traiter en saison 2, alors que ce fameux The Morning Show, l'émission et la série doivent continuer d'exister. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que le côté coulisses ou le côté actualité, le côté MeToo, disparaisse, soit un peu gommé et se transforme en fait la série en simple soap. Un soap de luxe, on est d'accord, mais ça serait un petit peu dommage. Donc à mon avis, en 2 mots sur cette saison, c'est oui, mais. Raphaël, oui, mais toi aussi ? Oui, je suis totalement d'accord. Et pour moi, le constat, tu te poses un peu la question, Vincent, du piège dans lequel ils peuvent tomber. Pour moi, ils sont tombés totalement dedans. C'est-à-dire que pour moi, la série, elle veut tout être à la fois. Elle veut montrer les coulisses de la télé, mais très honnêtement, dans le même style, on en a vu d'autres qui sont mieux écrites, qui sont mieux foutues. Alors, il y a le personnage incarné par Billy Crudup de patron, tout en nuances et tout, qui est vraiment génial. Mais sur le reste, franchement, que ce soit en termes de dialogue, que ce soit en termes on n'y croit pas énormément. Donc c'est assez déceptif de ce point de vue-là. D'un point de vue d'actualité, tout à l'heure je parlais des incidents, c'était évidemment des incendies dans le fameux épisode 6 de la saison 1. Pour moi, la série aurait tout à gagner à aller justement vers ce genre de choses, montrer plus de faits d'actualité. Alors voilà, il y a un fond de Covid, il y a un peu de Trump, il y a un peu de... Oui, la saison 2 veut être là-dedans, mais pas assez non plus. Donc voilà, je trouve que ça aurait été bien qu'elle explore ça, parce qu'on a vu qu'elle est capable de le faire. Et du coup, au final, effectivement, je trouve qu'on tombe un peu dans un soap pas terrible, où effectivement, on essaie de faire en sorte que tous les personnages aient encore une vie, notamment le personnage de Steve Carell. Pas trop vous en dire, mais voilà, il fallait lui trouver une place. Est-ce que sa place est vraiment indispensable ? Très décevant, effectivement. On peut se questionner. Je peux comprendre aussi, c'est une série, comme on l'a dit, qui coûte très cher. C'est le produit d'appel d'Apple TV+. Pas facile à dire. Et voilà, il faut que ce soit assez grand public aussi pour que ça puisse intéresser les gens. Donc voilà, ça veut tout être à la fois. Et alors, on sera peut-être un peu trop puriste aussi en disant ça. Mais je trouve que ça aurait été bien qu'elle choisisse vraiment son camp et qu'elle choisisse vraiment sa spécialité. Après, ça reste très agréable à regarder. J'étais le premier à dévorer tous les épisodes, donc voilà, ça reste une réussite et ça reste une série très très agréable à suivre. Mais une série qui fera peut-être pas plusieurs saisons, 3, 4, 5 saisons, on va peut-être s'arrêter dans pas si longtemps finalement, parce qu'après ils vont vraiment tourner en rond, je pense. The Morning Show n'est effectivement pas la seule série sur les plateformes à explorer les coulisses de la télévision. Si on aime connaître l'envers du décor, comme dans The Morning Show, Raphaël, Vincent, quelle série est-ce que vous nous conseillez ? Si vraiment vous voulez des coulisses TV, moi je vous conseille The Newsroom, qui est disponible sur OCS. C'est vraiment un petit bijou signé Aaron Sorkin. Pour info, voilà, c'était celui qui était à la manœuvre pour The West Wing, également à la manœuvre pour The Social Network, sur la naissance de Facebook. Donc c'est vous dire vraiment l'excellence du type. Je suis pas objectif, je l'adore. Et moi, The Newsroom, c'est vraiment ce que j'appelle une série de couloirs. C'est-à-dire que c'est bavard, très bavard, et c'est vraiment précisément tout l'intérêt. Ça parle beaucoup, mais c'est intelligent. Parlons de vos différentes... Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est 15 centimes en moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche ? Vous êtes des perdants. Et là, en fait, on est dans les coulisses d'une chaîne info américaine un peu à la CNN, à travers Will McAvoy, qui est un journaliste star de la chaîne et qui est incarné par l'excellent Jeff Daniels. Et on découvre tout l'envers du décor. C'est-à-dire la course à l'audience, l'émergence des fake news, les liens entre presse et politique, l'ego des personnalités télé. Puis on essaie aussi de définir un peu ce que doit être le journalisme. Alors c'est vraiment exigeant, mais c'est passionnant. C'est en 25 épisodes, donc sur OCS. Les séries ont souvent voulu explorer justement la télévision. Raphaël, c'était le cas aussi d'une dont tu voulais nous parler. Studio 60 on the Sunset Strip. Pas facile à dire. C'est du Sorkin aussi, avec les mêmes qualités, la même exigence que The Newsroom. Mais cette fois-ci, ça explorait les coulisses d'une émission satirique, les fameux Late Show à l'américaine. C'était le premier gros rôle post-Friends de Matthew Perry, qui était d'ailleurs excellent dans cette série. Malheureusement pour lui, et comme pour beaucoup de séries dans lesquelles il va jouer après, ça a fait un gros flop aux États-Unis,
parce que pour le coup c'était tellement pointu voilà, que le public américain n'est pas allé voir. Et vous imaginez bien qu'en France, une série sur les coulisses d'un late show à l'américaine, les chaînes se sont pas précipitées pour le diffuser. Et il y a juste TPS Star qui s'était lancé, voilà, une certaine indifférence à l'époque. Et malheureusement aujourd'hui c'est pas disponible sur une plateforme, mais on espère quand même qu'un jour il y en a une qui se lancera, parce que vraiment ça vaut le coup. Ouais, clairement. Il y a les coulisses des émissions, les émissions matinales, les émissions de late show, mais il y a aussi des émissions de télé-réalité qui sont explorées en fiction. Eh ben oui, y a pas de raison. Ça s'appelle Unreal, c'est disponible sur MyCanal, c'est vraiment un guilty pleasure total. Là, on plonge dans les coulisses un peu crasseuses, on va pas se mentir, d'une émission de télé-réalité un peu à la The Bachelor, qui s'appelle Everlasting. C'est jubilatoire et c'est totalement affreux. On découvre comment est composé un casting, comment la production contrôle un peu les candidats, comment elle oriente son programme, comment elle peut le muscler pour l'audience, comment elle va monter un peu les candidats les uns contre les autres. On vous dit que c'est de la fiction, évidemment, ou pas. Avec notamment, moi je vous conseille la série parce qu'il y a l'actrice Constance Zimmer en productrice No Limit et c'est franchement jubilatoire, quoi. Et les émissions de télé-réalité, ça me rappelle une parodie qu'on a découverte sur Canal il y a pas longtemps, Raph. Oui, La Flamme, avec Jonathan Cohen, disponible donc sur MyCanal, et qui est l'adaptation tout simplement de la série Burning Love, une série américaine produite par Ben Stiller, qui a été diffusée à l'époque d'ailleurs sur Canal, qui malheureusement n'est pas disponible sur les plateformes aujourd'hui, mais pareil, on y croit. Ce qui est vachement bien pour le coup dans les deux versions, c'est que on n'est pas tant sur les coulisses, mais finalement on en apprend quand même beaucoup sur la télé-réalité aussi. Et c'est la manière dont ils ont poussé le bouchon très loin sur le côté parodique et sur l'absurde de ces émissions-là. Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme? Comment ça va? Moi? Ouais. Super. Et l'aventure? Une catastrophe. On reconnaît tous les codes et en même temps, ça s'amuse de ces codes-là pour nous délivrer un truc totalement, qui peut être qualifié de stupide par certains, qui peut être qualifié de très très drôle pour d'autres. J'avoue que je suis très fan, mais je sais que ça convaincra pas tout le monde. En tout cas, voilà, c'est pour le coup, c'est une autre manière de traiter la télé-réalité, mais on voit que le Bachelor, c'est quand même une source inépuisable pour des scénarios. Alors le Bachelor, effectivement, c'est une source inépuisable et je pense que les émissions de survie comme Koh-Lanta, dont devrait s'inspirer la saison 2 qui est en tournage de La Flamme, avec toujours Jonathan Cohen, devrait aussi là être une grosse source d'inspiration. Et on espère que le casting sera encore une fois au rendez-vous, parce que le casting de la saison 1, je pense, a beaucoup joué au succès de La Flamme. Une dernière recommandation peut-être? Oui, toujours sur la télé-réalité, une série qui s'appelle Mon Comeback, ou The Comeback en version américaine, qui est disponible sur OCS. Dans cette série, on retrouve Lisa Kudrow, ancienne Phoebe de Friends, donc encore une ancienne actrice de Friends, dont on vous parle aujourd'hui. Dans cette série, elle incarne une héroïne de sitcom déchue qui tente de rebondir en se lançant dans la télé-réalité. C'était en 2005. Et pour le coup, c'était très très en avance sur son temps. On découvre ce personnage suivi par des caméras tout au long de sa journée, qui essaie de reprendre un peu une carrière qui est clairement sur le déclin. C'était très drôle, plein d'autodérision, mais certainement trop en avance sur son temps, et du coup la série a un peu floppé. C'était sur HBO, mais HBO ils croyaient tellement que 9 ans après, ils ont tenté une saison 2 en se disant que la série serait enfin dans son temps. Pour le coup c'était le cas, mais finalement le petit truc en plus, la petite surprise qu'il pouvait y avoir sur la saison 1, on l'a moins en saison 2, puisque là clairement ça s'inspire des codes qu'on voit aujourd'hui. Après, Lisa Kudrow est toujours aussi exceptionnelle dans ce rôle. Et elle montre que c'était clairement une des meilleures de la bande des 6 de Friends à l'époque. On le dira pas à Jennifer Aniston que Vincent adore. Un dernier conseil, Vincent? Difficile, oui, de pas vous parler de 30 Rock, qui était anciennement disponible sur Prime Video. C'est un petit bijou de comédie qui est porté par Tina Fey et Alec Baldwin sur les coulisses d'une émission téléfictive d'humour pour NBC, un peu à la Saturday Night Live pour vous situer. Je risque pas d'être objectif tellement 30 Rock, c'est vraiment l'une de mes séries préférées dans la veine de VIP ou de Parks and Recreation. C'est totalement absurde, c'est totalement drôle, il y a des guest stars à l'appel. Et puis la série était étrangement assez libre, tellement en fait elle se moquait de son diffuseur NBC. Vraiment foncé, parce que c'est culte. Enfin, quand je vous dis foncé, j'espère juste qu'un jour une plateforme française pourra à nouveau accueillir 30 Rock, parce que vraiment cette série vaut la peine.
Lui aussi connaît bien les plateaux télé pour avoir notamment animé le Morning Live sur M6. L'acteur Michael Youn est notre invité cette semaine. Il continue son virage dramatique à la télévision avec 2 séries de TF1, Une affaire française consacrée à l'affaire du petit Grégory et Fugueuse sur la prostitution adolescente. Partagerez-vous ses coups de cœur sur les plateformes? Voici les siens. J'adore sur Amazon The Boys, sur ces super-héros particulièrement anticonformistes. Ça, je trouve ça très très fort. Voilà, c'est un nouveau traitement du super-héros. C'est les Américains, quand ils vont au bout des choses, c'est formidable, quoi. Sinon, Chernobyl, sur OCS, c'est vraiment un modèle de travail sur le son, sur l'image, les acteurs européens. Voilà, c'est la série européenne dans tout ce qu'on sait bien faire en Europe. C'est vraiment génial. Pour résumer, si vous aimez plonger dans l'envers du décor plein de tensions et de rebondissements des émissions télé, découvrez sans plus tarder la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV+, mais aussi The Newsroom et The Comeback sur OCS et Unreal et La Flamme sur Canal+. Merci Raphaël et Vincent pour cette sélection spéciale petit écran. Merci Laurence. Merci Laurence. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux et nous aurions plaisir à connaître vos impressions sur les séries dont nous venons de vous parler. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande avec toujours plus de programmes à découvrir sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.